Le jeune pilote monta dans son chasseur S-5A par un matin gris de mars 1917, attachant son casque de cuir et ajustant ses lunettes. Il portait un revolver, un pistolet lance-fusée, des cartes et un petit kit de survie. Ce qu'il n'avait pas sur lui. Ce qu'aucun pilote du Royal Flying Corps n'avait emporté au combat sur le front occidental était un parachute. Ce n'était pas un oubli, c'était une politique. Alors que les aviateurs allemands survolaient le No Man's Land avec des parachutes à col haut qui pourraient leur sauver la vie si leur avion prenait feu, les pilotes britanniques et du Commonwealth se voyaient explicitement refuser cet équipement. La décision n'a pas été prise par des ingénieurs qui doutaient de la technologie. Cette idée venait du sommet de la structure de commandement, d'hommes qui n'avaient jamais eux-mêmes participé à des combats, mais qui avaient développé une philosophie particulière sur ce qui constituait un risque acceptable. Le Royal Flying Corps, qui deviendra la Royal Aeronaut Force en avril 1918, opérait selon une doctrine qui semble aujourd'hui incompréhensible. Les officiers supérieurs croyaient sincèrement que fournir des parachutes saperait l'esprit combatif. Le général de division Hugh Tranchard, commandant du RFC en France, souscrivait à l'idée selon laquelle les pilotes équipés d'une option d'évacuation pourraient abandonner prématurément leur avion pendant le combat. La logique s'ensuivait selon laquelle un pilote luttant pour sauver lui-même et son avion pousserait les attaques à domicile de manière plus agressive que celui qui pourrait simplement sauter lorsque les choses devenaient dangereuses. Ce n'était pas simplement un préjugé théorique. C'était une politique codifiée. Lorsque les fabricants de parachutes ont contacté le ministère de la Guerre avec des modèles fonctionnels dès 1914, ils ont été repoussés. La position officielle était que les parachutes étaient adaptés aux observateurs de ballon, ces observateurs stationnaires attachés au-dessus des tranchées, mais inappropriés aux pilotes d'avion. Les observateurs de ballon ont reçu des parachutes parce qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner du danger. Leurs ballons d'observation remplis d'hydrogène servaient de cible pour les tirs incendiaires. Lorsqu'ils étaient attaqués, ils n'avaient d'autre choix que de sauter. Les pilotes, cependant, pourraient théoriquement éviter les ennuis, du moins selon le raisonnement. La dimension culturelle était plus profonde que la tactique. L'aviation pendant la Grande Guerre a conservé des éléments de la mythologie chevaleresque, une notion romantique de bijoux aériens qui ne ressemblait guère à la réalité brutale. Certains officiers craignaient que les parachutes ne transforment les pilotes de chasse en quelque chose de moins admirable. Des hommes qui préféreraient fuir plutôt que de se battre. Il existait également une hypothèse de classe tacite. Les observateurs de ballon étaient souvent issus de milieux sociaux différents de ceux des pilotes agréés. Et certains historiens ont suggéré que la hiérarchie considérait les pilotes comme des gentlemen qui ne devraient pas avoir besoin d'un mécanisme d'évacuation parce que leur honneur exigeait qu'ils descendent avec leur machine. Pendant ce temps, les avions eux-mêmes étaient terriblement vulnérables. Le S-5A SOP avec Camel et d'autres combattants britanniques ont été construits à partir de tissus de bois et de dopes hautement inflammables qui imperméabilisaient la toile. Les réservoirs de carburant se trouvaient juste en avant du cockpit avec une protection minimale. Les munitions traçantes et incendiaires transformaient ces machines en cercueils aéroportés lorsqu'elles étaient frappées. Une seule balle au bon endroit pourrait enflammer une conduite de carburant et l'incendie qui en résulterait engloutirait le cockpit en quelques secondes. Les pilotes appelaient ces incendies des flammes ou des flammes. Une mort si horrible que de nombreux aviateurs portaient des revolvers non pas pour combattre, mais pour se tirer une balle plutôt que de brûler vif. La chute elle-même offrait sa propre terreur. À 15 000 pieds d'altitude, un pilote avait environ une minute pour envisager sa mort alors que le sol s'élevait. Certains hommes ont sauté délibérément pour éviter de se brûler, choisissant la certitude de l'impact plutôt que l'immunité. D'autres ont fait descendre leur avion en détresse, soit piégés par les forces G dans une vrille, soit essayant désespérément de contrôler une machine mourante. Le bilan psychologique a été extraordinaire. Les pilotes ont développé ce qu'on appelait alors le cœur de flyer ou neurasthénie, ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique et des troubles anxieux. Sachant que chaque sort pouvait aboutir à une mort inévitable, épuisant les hommes plus rapidement que le combat lui-même, les justifications officielles de l'interdiction des parachutes formaient un argument soigneusement construit qui donnait la priorité aux machines plutôt qu'aux hommes. Le vice-maréchal de l'air Sir Septon Branca, qui était directeur adjoint de l'aéronautique militaire, a exposé le raisonnement principal dans un mémorandum interne qui s'est avéré plus tard profondément embarrassant. La préoccupation n'était pas seulement que les pilotes pourraient sauter trop facilement. C'était qu'ils pourraient abandonner des avions récupérables, gaspillant ainsi de précieux moyens militaires. Chaque combattant représentait des milliers de livres d'investissement et des centaines d'heures de travail. En revanche, un pilote pourrait être remplacé en quelques semaines par un autre volontaire des écoles de formation d'Angleterre.
Ce calcul a révélé quelque chose d'inconfortable quant à la façon dont la hiérarchie militaire valorisait la vie humaine par rapport à l'équipement. Un S-5 a coûté environ 2 000 $ à fabriquer en 1917, ce qui équivaut à environ 150 000 $ aujourd'hui une fois ajusté. Aide pour l'inflation et la valeur économique relative. La formation d'un pilote de remplacement coûte considérablement moins cher, même si le calcul du chiffre exact s'avère difficile car les programmes de formation varient considérablement en durée et en intensité. Ce que les comptes ne pouvaient pas capturer, c'était l'expérience. Un pilote vétéran avec 20 sorties de combat possédait des compétences et une conscience de la situation qu'aucune formation ne pouvait reproduire rapidement. Pourtant, la position officielle considérait les pilotes comme plus consommables que leurs avions. Les mémos de Tranchard au ministère de la Guerre rendaient explicite cette préoccupation stratégique. Il a fait valoir que les pilotes sous le feu des critiques pourraient opter pour le parachute plutôt que de tenter des atterrissages d'urgence qui pourraient préserver l'avion en vue de sa récupération et de sa réparation. Ce n'était pas entièrement sans mérite. Les avions endommagés qui ont traversé les lignes amies pourraient être récupérés pour des pièces ou reconstruits. Un avion abandonné au-dessus du territoire ennemi était une perte totale, et un avion abandonné au-dessus du territoire ami devait encore être localisé et transporté, souvent dans des conditions difficiles. L'armée de l'air française, qui a fourni des parachutes à certaines unités, avait en effet enregistré des cas où des pilotes sautaient hors d'avions dont les équipes d'enquête avaient déterminé plus tard qu'ils pouvaient voler. Mais les mathématiques ne soutiennent pas cette politique lorsqu'elles sont examinées honnêtement. Le pourcentage d'avions pouvant être sauvés grâce à des atterrissages forcés par rapport à ceux détruits lors d'accidents était marginal. La plupart des dégâts de combat suffisamment graves pour inciter un pilote à envisager d'abandonner son avion étaient déjà catastrophiques. Une panne moteur due aux tirs ennemis, des dommages structurels aux ailes ou aux gouvernes ou des incendies dans le système de carburant laissaient rarement l'avion dans un état réparable, que le pilote ait tenté ou non un atterrissage. L'argument du sauvetage semblait plus fort sur le papier que dans la pratique. Il y avait une autre dimension à la logique officielle, celle de l'effet dissuasif sur les comportements imprudents. Certains officiers d'état-major pensaient que la suppression du filet de sécurité rendrait les pilotes plus prudents dans leurs décisions tactiques, plus réfléchis au moment d'interrompre le combat ou d'éviter des risques inutiles. Cette théorie contredisait l'autre affirmation selon laquelle les pilotes combattraient de manière plus agressive sans parachute, révélant la confusion au cœur de cette politique. En pratique, aucun de ces objectifs n'a été atteint. Les pilotes ne sont pas devenus plus prudents. Ils sont devenus fatalistes. Les journaux d'escadron et les lettres personnelles révèlent des hommes qui considéraient leur survie comme un pur hasard, et non comme quelque chose qu'ils pouvaient influencer par leurs compétences ou leur jugement. La résistance institutionnelle provenait également de la simple inertie et de l'orgueil bureaucratique. Une fois que le RFC aurait publiquement exposé sa position sur les parachutes, inverser sa trajectoire constituerait un aveu d'erreur qui aurait coûté des vies. Plus la politique restait en vigueur, plus il devenait difficile de la modifier sans soulever des questions inconfortables sur la responsabilité. Les officiers qui avaient défendu l'interdiction feraient l'objet de critiques implicites, et les familles des pilotes décédés pourraient exiger des explications sur les raisons pour lesquelles leur fils s'était vu refuser l'équipement de sécurité qui existait et fonctionnait. Les considérations financières ont joué un rôle plus subtil. Équiper chaque pilote d'un parachute représentait une dépense supplémentaire dans une guerre qui consommait déjà des ressources à un rythme sans précédent. Chaque parachute nécessitait des harnais en soie, des conteneurs, ainsi qu'une inspection et un réemballage régulier. Multiplié par des centaines de pilotes, le coût est devenu important. Pourtant, comparé aux dépenses de production des avions et à la consommation de carburant, les parachutes représentaient un investissement insignifiant. Un parachute gardien en gel coûte environ 30 $, ce qui ne représente pas à peine 1% de la valeur d'un avion. L'argument économique n'a jamais vraiment tenu la route, mais il a fourni une couverture pratique à d'autres motivations. Le facteur culturel reste primordial. En 1917, la culture militaire britannique reposait encore sur les principes victoriens concernant le courage, le devoir et la bonne conduite des officiers et des messieurs. Ernst Uday est descendu de son chasseur Albatros en feu le 29 juin 1918, tirant sur la corde de lancement de son parachute Igneker alors que les flammes consumaient le cockpit qu'il occupait quelques secondes plus tôt. La verrière s'est déployée, le harnais s'est serré et il est descendu en toute sécurité dans le territoire occupé par les Allemands. En quelques heures, il a été débriefé, examiné par le personnel médical et autorisé à reprendre ses fonctions. 3 jours plus tard, il effectuait à nouveau des missions de combat. Uday survivrait à la guerre avec 62 victoires confirmées, devenant ainsi le deuxième survivant le plus performant d'Allemagne. Ses homologues britanniques n'ont pas bénéficié d'une telle seconde chance.
Le Luftstreitkräfte, le service aérien allemand, avait commencé à fournir des parachutes aux pilotes de chasse en 1918, même si la technologie était disponible plus tôt. Les équipages de ballons d'observation allemands utilisaient des parachutes depuis 1916 et leurs modèles se sont révélés si fiables que le commandement militaire ne voyait aucune raison de les refuser aux pilotes d'avion. Le parachute Ignecker développé par Otto Ignecker était constitué d'un type de siège porté par le pilote qui se déployait lorsqu'il sautait hors de son IA. Artisanat. Ce n'était pas parfait. Ce pack volumineux rendait les cockpits plus exigus et ajoutait du poids, mais il fonctionnait de manière suffisamment cohérente pour que les pilotes allemands y confient leur vie. Cet avantage technologique a créé un champ de bataille asymétrique qui s'étendait au-delà des simples statistiques de survie. Les pilotes allemands pouvaient se permettre de prendre certains risques tactiques qui s'avéreraient suicidaires pour leurs adversaires britanniques. Lorsqu'il était engagé par un nombre supérieur ou pris dans une position tactique qui se détériorait, un pilote allemand savait qu'il possédait une stratégie de sortie. Il pouvait s'engager dans des manœuvres agressives, pousser des attaques plus près des limites des performances de son avion et voler généralement avec une liberté psychologique qui manquait aux pilotes britanniques. Si son avion subissait des dommages critiques ou prenait feu, il ne brûlerait pas et ne mourrait pas. Il flotterait sous un dé de soie et se battrait un autre jour. Les rapports de renseignement remontant au quartier général britannique ont documenté cette disparité. Les pilotes du RFC qui ont vu des aviateurs allemands sauter en parachute depuis des avions en détresse ont rapporté ces incidents dans leurs récits de combat. Les commandants d'escadre ont compilé les comptes, notant la fréquence à laquelle les pilotes allemands ont survécu à des affrontements qui auraient tué leurs homologues britanniques. Au milieu de l'année 1918, des pilotes allemands capturés discutèrent ouvertement de leur parachute lors des interrogatoires, exprimant une véritable perplexité devant le fait que les Britanniques ne fournissaient pas d'équipement similaire. Certains affirmaient qu'ils ne voleraient pas sans ce modèle et ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un le ferait. L'avantage de survie s'est accru avec le temps. Les pilotes allemands expérimentés qui seraient morts au cours des premiers combats retournèrent dans leurs escadrons, accumulant compétences et connaissances tactiques. Chaque mission ultérieure en faisait des adversaires plus dangereux. Le pilote britannique moyen arrivant dans un escadron de première ligne en 1918 avait peut-être 20 heures d'expérience de vol et une formation minimale au tir. Il affrontait des vétérans allemands qui avaient survécu à des dizaines de combats, qui connaissaient toutes les astuces et toutes les manœuvres, dont la mémoire musculaire avait été aiguisée par la répétition qui aurait dû les tuer mais ne l'a pas fait parce que les parachutes leur ont donné plusieurs vies. Manfred von Richthofen, le baron rouge lui-même, a volé sans parachute pendant la majeure partie de sa carrière et est décédé en avril 1918 avant l'adoption généralisée du parachute dans les unités de chasse allemandes. On se demande en quoi l'histoire aurait pu être différente s'il avait survécu à son assassinat pour revenir et continuer sa domination du ciel. D'autres Allemands n'ont pas été aussi malheureux. Plusieurs pilotes du Luftstreitkräfte ont survécu à des évasions en parachute en 1918 et ont continué à augmenter leur nombre de victoires, tuant directement les pilotes britanniques qui ne disposaient pas de la même option d'évasion. L'impact sur le moral a été dévastateur. Les pilotes britanniques savaient que leurs ennemis possédaient une technologie qui leur était refusée. Ils ont compris que la disparité n'avait rien à voir avec les capacités techniques. La capacité industrielle britannique était certes capable de produire des parachutes, mais elle résultait de décisions prises par des officiers d'état-major loin du front. Les lettres, les notes personnelles et les notes du journal de cette période révèlent un ressentiment amer. Les pilotes se sentaient inutiles, sacrifiés aux théories sur l'esprit combatif qui semblaient de plus en plus creux si on les comparait à la réalité de voir des pilotes allemands descendre en toute sécurité d'avions identiques aux épaves en feu qui ont tué leurs amis britanniques. Les unités de l'aviation française présentent un tableau mitigé. L'armée française avait expérimenté différents modèles de parachutes et les avait publiés de manière sélective, mais pas universellement. Certains escadrons d'élite les reçurent, d'autres non, créant des disparités internes que le commandement français semblait plus disposé à tolérer que ses homologues britanniques. Le major Christopher Drapé est mort brûlé vif le 17 mai 1917 lorsque son chasseur Bristol a pris feu lors d'un combat de chiens au-dessus de Caen. Son observateur, le lieutenant Harold Satchel, est décédé à ses côtés. L'avion est tombé de 4000 pieds et des témoins au sol ont rapporté que les deux hommes étaient encore en vie pendant la descente, piégés dans les flammes. Drapé avait été un ardent défenseur des parachutes, ayant écrit à son commandant 3 semaines plus tôt, demandant que le RFC reconsidère sa politique. Sa mort n'était ni inhabituelle ni particulièrement remarquable au regard des sombres normes de 1917. Ce qui rendait cela important, c'était que sa famille avait des relations au Parlement. Lord Sydenham souleva la question du parachute à la Chambre dès lors le 16 juillet 1917,
mentionnant spécifiquement la mort de Draper et exigeant une explication sur la raison pour laquelle les pilotes britanniques manquaient d'équipement qui aurait pu lui sauver la vie. La réponse de l'aéroport délivrée par leur cadre a répété les justifications officielles concernant la préservation des avions et l'esprit combatif. L'échange aurait pu s'arrêter là, rejeté comme une autre famille aristocratique cherchant une considération particulière, si ce n'était que d'autres députés avaient commencé à recevoir des lettres similaires de la part d'électeurs dont les fils étaient morts dans l'incendie d'un avion. La pression politique montait lentement mais indéniablement. Capitaine James McCutcheon, qui allait devenir l'un des les plus performants de Grande-Bretagne avec 57 victoires avant sa mort en juillet 1918, a documenté sa frustration dans des lettres publiées après la guerre. Il a décrit avoir observé ses collègues pilotes piégés dans des spirales mortelles, sachant qu'un parachute les sauverait. McCutcheon a lui-même survécu à de nombreux accidents rapprochés, à des pannes de moteur, à des dégâts de combat, à des défaillances structurelles, et a estimé qu'il aurait utilisé un parachute au moins 3 fois au cours de sa carrière de combattant. Son témoignage a eu du poids car il n'était manifestement pas un lâche, ayant mérité la croix de Victoria pour son courage exceptionnel. Si des hommes comme McCutcheon pensaient que les parachutes amélioreraient plutôt que diminueraient l'efficacité des combats, le raisonnement officiel semblait de plus en plus fragile. Le tournant s'est produit au début de 1918 avec une série de décès qu'il s'est avéré impossible d'ignorer. Le lieutenant-colonel Arthur Reed David est décédé le 27 octobre 1917 lorsque son SE-5A a été allumé pendant un combat. Son père, Sir John Rhys David, était un éminent universitaire ayant accès au ministre du gouvernement. Quelques semaines après la mort de son fils, Sir John a lancé une campagne personnelle, écrivant des lettres aux journaux, adressant une pétition au bureau de guerre et tirant parti de tous les liens sociaux qu'il possédait. Il a obtenu les spécifications techniques du système de parachute Guardian Angel, qui était en test depuis 1917, et les a publiées accompagnés de commentaires cinglants sur les retards bureaucratiques. L'Ange Gardien, développé par Everard Calreau, n'était pas un dispositif expérimental non testé. Calreau l'avait démontré avec succès en 1915, en effectuant des tests de largage avec des mannequins et plus tard avec des sauteurs volontaires. Le système utilisait une ligne statique attachée à l'avion qui déployait automatiquement le parachute lorsque le pilote sautait, éliminant ainsi le besoin d'actionner manuellement le cordon de lancement. Au début de 1918, il avait subi des tests approfondis au Royal Aircraft Establishment de Farnborough. Les pilotes d'essai l'avaient utilisé avec succès dans des situations d'urgence lors d'essais. La technologie a fonctionné. Il a fonctionné pendant 3 ans alors que la politique officielle empêchait son déploiement. Nulpeton Billing, député indépendant et ancien pilote du RFC, a soulevé la question à la Chambre des communes le 23 avril 1918, le jour même où le RFC est officiellement devenu la Royal Air Force. Il n'a pas mâché ses mots. Billing a accusé le ministère de l'Air de négligence criminelle, déclarant que chaque décès de pilote qui aurait pu être évité par un parachute constituait un homicide involontaire par politique. Il a lu des noms et des dates dans les archives parlementaires, documentant des cas spécifiques où des pilotes allemands avaient survécu à des circonstances similaires parce qu'ils possédaient un équipement refusé aux aviateurs britanniques. Le débat s'est enflammé. Les ministres ont défendu la politique existante. Mais leur argument semblait de plus en plus désespéré à mesure que la facturation présentait des preuves techniques qui démolirent chaque justification. La pression politique a coïncidé avec la réalité opérationnelle obligeant à rendre des comptes. Au printemps 1918, les taux d'attrition des pilotes avaient atteint des niveaux de crise. L'offensive allemande du printemps nécessitait un soutien aérien britannique maximal et les escadrons opéraient en dessous de leurs effectifs car les pilotes de remplacement ne pouvaient pas être formés assez rapidement pour compenser les pertes. Chaque pilote expérimenté qui mourait brûlé ou tombait d'un avion endommagé représentait non seulement une tragédie humaine, mais aussi un déficit opérationnel qui affectait directement l'efficacité du combat. Le parachute Guardian Angel est resté dans les entrepôts tout au long du printemps et de l'été 1918, fabriqué et prêt à être distribué tandis que les pilotes continuaient de mourir. Everard Calreau avait affiné sa conception à travers de multiples itérations, répondant à toutes les objections techniques soulevées par le ministère de l'Air. La pénalité de poids était minime, environ 20 livres, conteneur compris, inférieur au poids des munitions que certains pilotes transportaient lors de patrouilles prolongées. Le système de déploiement de lignes statiques s'est avéré plus fiable que les conceptions manuelles de cordons de déclenchement, car il éliminait les erreurs humaines lors de la panique lors d'une sortie d'urgence. Les sauts d'essai à Farah ont atteint un taux de réussite de 100% sur des dizaines d'essais. Les ingénieurs du Royal Aircraft Establishment soumirent leur approbation finale en mars 1918, concluant que le Guardian Angel répondait à toutes les exigences opérationnelles et recommandant un déploiement immédiat.
Le rapport a atterri sur les bureaux du ministère de l'Air où il a rejoint d'autres rapports, mémorandums et évaluations techniques qui s'étaient accumulés depuis 1916. Les procédures bureaucratiques nécessitaient un examen par plusieurs départements, achats, logistique, planification opérationnelle et juridique, chacun ajoutant des semaines au processus d'approbation. Personne ne voulait approuver un renversement de politique qui pourrait avoir des conséquences sur la carrière, de sorte que les documents circulaient sans fin entre les bureaux pendant que des hommes mouraient au front. Le major général Tranchard, élevé au rang de chef d'état-major de la force aérienne lors de la création de la RAF en avril 1918, restait le principal obstacle. Il avait misé sa réputation sur la politique initiale et avait du mal à accepter que son jugement ait été modifié. C'est catastrophiquement faux. Des notes internes de cette période ont révélé que Tranchard tentait d'introduire de nouvelles objections même après que les problèmes techniques aient été résolus. Il a suggéré que l'entraînement au parachutisme détournerait les ressources de l'entraînement au combat, que le stockage et la maintenance mettraient à rude épreuve les systèmes logistiques et que les pilotes pourraient développer une dépendance psychologique à l'égard de l'équipement. Chaque argument était plus faible que le précédent. Le raisonnement d'un homme défendant une position indéfendable, parce qu'admettre son erreur semblait impossible. Ce qui a finalement permis de sortir de l'impasse n'était pas un argument rationnel, mais la survie politique. La controverse sur les parachutes était devenue un scandale public en juillet 1918, les journaux publiant des éditoriaux condamnant la position du gouvernement. Les familles des pilotes morts s'organisaient, menaçant de faire de la fourniture de parachutes un enjeu de campagne lors des prochaines élections. Le Conseil de l'Air, reconnaissant que le coût politique du maintien de l'interdiction dépassait désormais tout avantage, annula Tranchard et autorisa le déploiement immédiat de parachutes le 16 septembre 1918. L'ordre précisait que les parachutes Guardian Angel seraient distribués en premier aux escadrons de reconnaissance et de chasse, suivis par des équipages de bombardiers dans la mesure où la capacité de production le permettrait. La distribution initiale s'est déroulée de manière chaotique et paisible. Des conteneurs parachutes ont dû être installés sur les avions, ce qui a nécessité une modification de l'aménagement du cockpit et, dans certains cas, un renforcement structurel. Les équipes au sol avaient besoin d'une formation pour emballer et inspecter correctement les parachutes. Les pilotes avaient besoin d'une instruction sur les procédures de sortie, même si cela était plus simple avec le système de ligne statique qu'avec un déploiement manuel. Certains escadrons ont reçu leur parachute fin septembre, d'autres seulement en octobre. Quelques unités manquaient encore d'équipement complet lorsque l'armistice fut signé le 11 novembre 1918. La première vie enregistrée sauvée par un parachute d'ange gardien en condition de combat eut lieu le 3 octobre 1918 lorsque le lieutenant J.L. Trollup sauta de son semence en feu 5A après un combat près de Cahors. Son parachute s'est parfaitement déployé et il a atterri avec des blessures légères en territoire ami. Il était de retour aux opérations au bout d'une semaine. Ses camarades d'escadron ont célébré l'événement avec une ferveur quasi religieuse. Preuve physique que le salut était désormais possible, que brûler ne signifiait pas nécessairement la mort. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les escadrons de la RAF. Les pilotes qui s'étaient montrés fatalistes quant à leur perspective de survie se sont soudainement permis d'imaginer un avenir au-delà de la guerre. D'autres arrêts ont suivi. Le 17 octobre, 2 pilotes de différents escadrons ont réussi à sauter en parachute d'un avion endommagé le même jour. À la fin du mois, le décompte atteignait 7 arrêts confirmés. Chaque déploiement réussi validait la technologie et intensifiait la mère question. Combien d'hommes étaient morts inutilement pendant ce délai? Les mathématiques étaient simples. Si les parachutes sauvaient 7 vies en 6 semaines, combien en auraient-ils sauvé en 4 ans? Des estimations prudentes basées sur le pourcentage de victimes mortelles liées à un incendie ou à une défaillance structurelle suggèrent des centaines de décès évitables. Des calculs plus agressifs ont poussé ce chiffre au-dessus de 1000. Les ramifications politiques n'ont pas pu être contenues. Les journaux ont exigé des enquêtes. Les députés ont appelé à la responsabilisation. Le ministère de l'Air a fait volte-face, affirmant que la technologie des parachutes n'était pas prête plus tôt et que le déploiement avait eu lieu dès que les problèmes techniques avaient été résolus. Ces chiffres racontent une histoire que les rapports officiels tentent désespérément d'obscurcir. La Royal Air Force Historical Branch, chargée de compiler les statistiques sur les pertes après la guerre, a été confrontée à une tâche inconfortable, calculer combien de pilotes étaient morts dans des circonstances où un parachute les aurait probablement sauvés. L'analyse, achevée en 1920, mais publiée des décennies plus tard, a examiné 16,23 victimes du RFC et de la RAF entre août 1914 et novembre 1918. Parmi celles-ci, environ 9378 étaient des morts. Les chercheurs ont ensuite classé les causes de décès.
Actions de combat entraînant une incapacité immédiate ou la mort, des accidents au décollage ou à l'atterrissage, des défaillances structurelles en vol, des pannes de moteur conduisant à des atterrissages forcés et des décès par incendie ou chute après des dommages à l'avion. La catégorie qui comptait le plus était celle des personnes potentiellement capables de survivre grâce à une intervention en parachute. Il s'agit notamment de pilotes qui sont morts brûlés dans un avion resté contrôlable suffisamment longtemps pour pouvoir sortir, de ceux qui sont tombés d'un avion dont la structure avait été endommagée mais dont le fuselage était intact, et de cas où des pilotes ont délibérément sauté d'un avion en feu et sont morts à l'impact. L'estimation prudente plaçait 1,20 décès dans cette catégorie entre 1914 et septembre 1918. Une interprétation plus libérale, qui incluait les cas où la disponibilité des parachutes aurait pu encourager des décisions de sauvetage antérieures avant que la situation ne devienne irréparable, a poussé ce chiffre à 1430. Même en utilisant le chiffre le plus bas, l'implication était dévastatrice. Plus d'un décès de pilote sur 8 aurait pu être évité. Car les données au niveau des drones ont révélé une variation dans la prévalence des décès évitables par parachutage. Les escadrons de chasse opérant à haute altitude ont subi proportionnellement plus de pertes liées aux incendies, car les vapeurs de carburant s'enflammaient plus facilement dans l'air plus raréfié et les pilotes avaient une plus grande distance à parcourir, prolongeant ainsi le temps pendant lequel ils restaient conscients pendant la descente. Les escadrons de bombardiers avaient des taux plus élevés de décès dus à des défaillances structurelles parce que leurs plus gros avions souffraient plus fréquemment de dommages catastrophiques aux ailes ou à la queue. Les escadrons de reconnaissance pilotant des avions plus légers à basse altitude ont paradoxalement eu moins de victimes liées aux parachutes parce que les accidents se sont produits trop rapidement pour pouvoir sortir, même si ceux qui se sont produits étaient précisément les cas où les parachutes auraient eu le plus d'importance. La comparaison allemande donne à réfléchir. Luftstreit après la guerre, les archives capturées et analysées ont montré qu'entre janvier et novembre 1918, période pendant laquelle les chasseurs allemands portaient des parachutes mais pas les avions britanniques, les taux de mortalité des pilotes allemands ont chuté d'environ 23% par rapport à l'année précédente. Cette réduction ne provient pas uniquement des parachutes, de l'amélioration de la conception des avions et de la baisse de l'intensité des combats, car la position militaire de l'Allemagne s'est également effondrée. Cependant, les archives allemandes ont documenté 187 évasions réussies en parachute au cours de cette période de 11 mois. En supposant un taux de tir et des incidents de défaillance structurelle similaires dans les escadrons britanniques et en tenant compte de la plus grande taille des forces de chasse de la RAF, les chercheurs ont estimé que les parachutes auraient pu sauver entre 240 et 310 pilotes britanniques s'ils avaient été disponibles tout au long de 1918. Le retard entre l'approbation technique en mars 1918 et le déploiement effectif en septembre a coûté environ 70 à 90 vies, en fonction du taux de victimes évitables par parachutage au cours de cette période de 6 mois. Ce chiffre ne tient pas compte des effets secondaires. Les missions qui n'ont pas été réalisées parce que des pilotes expérimentés étaient morts, les victoires non remportées, les attaques au sol non exécutées. Certains historiens ont avancé que le déploiement antérieur de parachutes aurait pu raccourcir la guerre de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, grâce à une meilleure supériorité aérienne, même si la quantification de telles hypothèses contrefactuelles nécessite des spéculations fondées sur des spéculations. Des cas individuels illustrent ce que représentent les statistiques. Le deuxième locataire à gauche, Frédéric Souris, qui avait contribué à abattre le Zeppelin L-32 au-dessus de l'Essex en septembre 1916, est décédé le 3 janvier 1918 lorsque son chasseur a pris feu lors d'une patrouille au-dessus du canal. C'était un pilote expérimenté avec des réalisations importantes, exactement le genre de vétéran que le RFC pouvait le moins se permettre de perdre. Son avion est resté contrôlable jusqu'à ce que l'incendie ait ravagé le cockpit, lui laissant peut-être 15 secondes avant qu'un parachute ne l'aurait sauvé. Le capitaine James McCutan, mentionné plus haut, n'est pas mort au combat, mais dans un accident de décollage le 9 juillet 1918, situation dans laquelle un parachute n'aurait pas aidé. Mais McCutan avait documenté dans son journal au moins 3 situations de combat dans lesquelles il en aurait utilisé une. Circonstances dans lesquelles les pilotes allemands ont sauté et survécu. Le coût financier du retard pourrait être calculé avec plus de précision que le bilan humain. La controverse sur les parachutes n'a pas pris fin avec l'armistice. Cela s'est métastasé en une crise de confiance plus large entre les équipages aériens et les structures de commandement. Lorsque les pilotes sont revenus de France et ont commencé à parler publiquement de cette politique, leurs témoignages ont créé un scandale qui a forcé les institutions à prendre des comptes. Le major Oliver Stewart, un pilote décoré qui a survécu à la guerre, a publié en 1919 des articles sans succès. Il a qualifié l'interdiction du parachutisme de meurtre par règlement.
a fait valoir que chaque officier d'état-major qui avait défendu la politique portait une responsabilité personnelle dans les décès évitables et a exigé que les tribunaux soient réunis. Ces opinions n'étaient pas extrêmes. Il représentait l'opinion dominante parmi les pilotes survivants qui avaient vu leurs amis brûler. La Royal Air Force, qui existe depuis à peine un an en tant que service indépendant, a été confrontée à un défi existentiel quant à sa crédibilité. Si l'on ne pouvait pas faire confiance à l'institution pour valoriser la vie de ses citoyens au détriment des bureaucrates qui sauvent la face ou des théories erronées sur le moral, pourquoi de jeunes hommes talentueux se porteraient-ils volontaires pour servir en temps de paix? La RAF avait besoin de retenir des pilotes expérimentés et d'attirer de nouvelles recrues, mais le scandale des parachutes avait empoisonné les efforts de recrutement. Les candidatures au programme de formation au pilotage chutent précipitamment à la fin de 1918 et au début de 1919, les candidats citant explicitement la politique du parachute dans leur lettre de retrait. Le chef de l'air, Sir Hugh Trenchard, qui dirige désormais la RAF en temps de paix, a exécuté un pivot remarquable. Le même homme qui s'était si obstinément opposé au parachute pendant la guerre est devenu par la suite leur champion le plus visible. Dans ses discours devant les unités de la RAF en 1919 et 1920, Trenchard a souligné que la nouvelle force aérienne donnerait la priorité à la sécurité des pilotes, que des leçons avaient été tirées des erreurs de guerre et que les parachutes seraient un équipement standard pour tous les équipages aériens. Les cyniques n'ont il a choisi le moment opportun pour sa conversion, mais le changement de politique était réel. En 1921, tous les avions de la RAF capables de transporter un parachute en étaient équipés, et les pilotes recevaient une formation régulière sur les procédures d'évacuation d'urgence. Les améliorations techniques sont arrivées rapidement une fois la résistance institutionnelle évaporée. Le système de ligne statique du gardien Angel, bien qu'efficace, nécessitait que le pack parachute soit monté à l'extérieur de l'avion. Cela créait une traînée et dans les avions de combat pouvait interférer avec la visibilité vers l'arrière. L'Irving Air Company, fondée par Leslie Irving après avoir réalisé le premier saut en parachute en chute libre prémédité en 1919, a développé un parachute de type sac à dos déployé manuellement que les pilotes portaient plutôt que d'être attachés à l'avion. Cette conception est devenue standard en 1925, offrant une plus grande flexibilité et un plus grand confort tout en éliminant le besoin de lignes statiques qui pourraient échouer si le pilote était éjecté lors d'une violente rupture d'avion. La doctrine de formation a évolué pour intégrer l'utilisation du parachute comme élément essentiel de la formation des pilotes plutôt que comme une réflexion après coup. Les écoles de pilotage ont ajouté des exercices de sortie enseignant aux pilotes comment sortir d'un avion inversé ou en rotation, comment éviter de heurter la queue pendant le sauvetage et comment opérer dans des conditions extrêmes. La RAF a créé l'école de formation de parachutistes à Anlo en 1926, qui a étudié les procédures d'évacuation d'urgence et développé des techniques standardisées améliorant les taux de survie. Dans les années 1930, les pilotes de la RAF effectuaient des sauts d'entraînement depuis des ballons dans le cadre de leur formation de base, renforçant ainsi leur confiance dans un équipement dont les générations précédentes avaient été privées. La transformation culturelle est allée plus loin que l'équipement et la formation. La RAF a développé ce que l'on appellera plus tard une culture de sécurité, un état d'esprit institutionnel qui traitait la survie de l'équipage comme une exigence de conception plutôt que comme une considération facultative. Les spécifications d'achat d'avions ont commencé à exiger des caractéristiques de survie, des systèmes d'extinction d'incendie, des réservoirs de carburant blindés, des verrières éjectables et un espace adéquat pour les pilotes portant des parachutes. Les ingénieurs concevant de nouveaux avions devaient démontrer que les pilotes pouvaient sauter en parachute en toute sécurité dans l'enveloppe de performance de l'avion. Cela représentait un renversement philosophique par rapport à l'époque de la Grande Guerre, lorsque les avions avaient été conçus sans aucune considération pour les sorties d'urgence. L'impact psychologique sur les aviateurs en service a été profond. Les pilotes qui ont survécu à la guerre ont déclaré avoir eu le sentiment que leur service les valorisait enfin en tant qu'individus plutôt que comme biens consommables. Le moral s'est sensiblement amélioré. Les taux de rétention ont augmenté. Le ressentiment amer qui avait caractérisé l'attitude des équipages aériens à l'égard des structures de commandement en 1918 et 1919 s'est progressivement dissipé, sans jamais complètement disparaître. Les organisations d'anciens combattants ont continué à exiger la reconnaissance formelle du caractère erroné de la politique de guerre, sollicitant des excuses qui ne se sont jamais concrétisées dans les termes explicites qu'elles souhaitaient. Les leçons de la controverse sur les parachutes résonnent dans la doctrine moderne de la RAF avec une clarté inconfortable. Lorsque les pilotes de Typhoon d'aujourd'hui s'attachent à des sièges éjectables capables de les dégager d'un avion en désintégration en moins de 2 secondes, ils bénéficient d'une mémoire institutionnelle achetée avec la vie d'hommes brûlés en 1917. Le siège éjectable de Martin Baker, qui a sauvé plus de 7600 vies depuis son introduction en 1946,
existe en partie parce que la RAF a déterminé que les décisions en matière d'équipement ne donneraient plus jamais la priorité aux machines sur la survie humaine. Cet engagement n'était pas inévitable. Il a fallu l'apprendre au travers d'échecs catastrophiques. Les réglementations modernes sur l'équipement des équipages aériens qui régissent tout, de la conception des casques aux spécifications des combinaisons de survie, trouvent leurs origines philosophiques dans le scandale des parachutes. Les protocoles de sécurité de la RAF exigent désormais que tout nouveau système d'avion démontre comment il améliore la capacité de survie de l'équipage. Les ingénieurs doivent prouver que les pilotes peuvent s'échapper dans tout le domaine de vol, du sol à l'altitude maximale, du vol stationnaire aux vitesses supersoniques. Cette première approche axée sur la survie n'a pas toujours été évidente. Il est né de l'amère reconnaissance que la structure de commandement des grandes guerres avait fait de la survie une réflexion après coup et que la culture institutionnelle avait besoin d'une réforme fondamentale pour éviter des échecs similaires. Le cadre éthique a complètement changé. La doctrine actuelle de la RAF stipule explicitement que la préservation du personnel qualifié est une priorité stratégique. Cet équipage expérimenté représente un atout irremplaçable, plus précieux que n'importe quel avion. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment humanitaire. C'est une logique opérationnelle inébranlable. La formation d'un pilote de Typhoon pour qu'il soit prêt au combat nécessite environ 3 ans et coûte plusieurs millions de livres. L'avion lui-même, bien que coûteux, environ 75 millions de dollars, peut être remplacé plus facilement que l'expérience accumulée et le jugement tactique du pilote. Les dirigeants modernes de la RAF comprennent ce que la génération de Tranchard a refusé d'accepter. L'actif assis dans le cockpit est une affaire, c'est plus que les actifs qui l'entourent. Les mécanismes institutionnels de promotion de la sécurité qui existent aujourd'hui, l'organisation de sécurité des vols de la RAF, les systèmes de signalement obligatoires en cas d'accidents évités de justesse, les procédures de commission d'enquête qui enquêtent sur les accidents sans chercher automatiquement à attribuer des responsabilités. Tous représentent des réformes structurelles délibérées conçues pour éviter le type de paralysie bureaucratique qui a retardé le déploiement des parachutes. Ces systèmes supposent que les problèmes de sécurité soulevés par le personnel opérationnel méritent une enquête immédiate plutôt qu'un licenciement. Ils créent des canaux par lesquels les officiers subalternes peuvent contester les décisions de leurs supérieurs sans risquer de suicide professionnel. La controverse sur les parachutes a enseigné à la RAF qu'écouter les pilotes qui sont réellement confrontés au risque produit de meilleurs résultats que de s'en remettre aux officiers d'état-major qui théorisent depuis des bureaux sûrs. La technologie des sièges éjectables elle-même représente le rejet ultime de la logique des bandes de parachutes. Les systèmes d'éjection modernes ne fournissent pas simplement une option d'évasion. Ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions dans lesquelles le pilote peut être inconscient, blessé ou physiquement incapable d'exécuter des procédures d'évacuation manuelles. Le siège Martin Baker MiG-16 utilisé dans les Typhons comprend des systèmes d'activation automatique qui peuvent lancer des séquences d'éjection si l'ordinateur de vol de l'avion détermine que le pilote est frappé d'incapacité et que l'avion est dans un état irréversible. Cela représente la confiance dans la technologie pour remplacer la prise de décision humaine. L'exact opposé de la philosophie de la Grande Guerre qui craignait que les pilotes n'abandonnent prématurément leurs avions. La mémoire historique de la controverse sur le parachute reste vivante dans la culture institutionnelle de la RAF, délibérément préservée à titre d'exemple édifiant. La formation des officiers de la RAF Cranwell comprend des études de cas examinant les échecs décisionnels qui ont conduit à l'interdiction des parachutes, en les utilisant pour illustrer comment la dynamique organisationnelle peut produire des résultats catastrophiquement erronés, même lorsque les acteurs individuels croient prendre des décisions judicieuses. La leçon n'est pas que Tranchard et ses collègues étaient particulièrement malveillants. C'est que des arguments raisonnables, la dynamique institutionnelle et la réticence à admettre ces erreurs peuvent se combiner pour créer des politiques qui tuent des gens inutilement. L'aviation militaire internationale a tiré des leçons parallèles, quoique parfois plus lentement. L'armée de l'air des États-Unis a adopté les parachutes plus rapidement que la Grande-Bretagne, les fournissant aux pilotes en 1919 et les rendant obligatoires en 1920. L'armée de l'air soviétique, formée après la révolution russe, a équipé les pilotes de parachutes dès sa création, après avoir étudié les erreurs du RFC. Même dans des pays dont on aurait pu s'attendre à ce qu'ils résistent à un tel équipement pour des raisons culturelles, l'armée japonaise, avec sa propre relation compliquée avec l'honneur et la mort, a fourni des parachutes aux pilotes tout au long de la Seconde Guerre mondiale, reconnaissant que la préservation d'aviateurs expérimentés servait mieux les intérêts nationaux que les notions romantiques de chute avec son avion. L'approche moderne de la RAF à l'égard des technologies émergentes reflète les leçons de cette histoire. Lorsque les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle ont commencé à entrer dans l'aviation militaire, les défenseurs de la sécurité se sont immédiatement demandé comment ces technologies affecteraient la capacité de survie de l'équipage.
La réponse a façonné les priorités de développement.